Au Cameroun, chaque match est un moment. Avec BetCentral, parier est simple, excitant et à portée de main. Grand championnat, grand match, paiement fiable. De ton téléphone directement sur ton Momo. Parce que quand le jeu nous fait vibrer, on vibre avec lui. Rejoins l'action dès aujourd'hui. Visite BetCentral, pense M. BetCentral, gagnez plus. Sur 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Supporter, c'est gagner. Avec 33 Export, on gagne ou on gagne. Ce programme vous est proposé par Melbet. Le dernier tir. C'est terminé? Pas encore. Pariez sur la Coupe d'Afrique des Nations avec 20% de cashback. Que le spectacle continue. Dans la moitié de terrain adverse. Imaginez, vous êtes en plein match. Ces 5 dernières minutes assez apocalyptiques. Ou plongé dans votre série préférée. On est au 21e siècle. Et soudain, une coupure Samuel ne d'électricité. sera plus votre esclave. C'est la balle pour sortir. Pas de panique, nous avons la solution. Powerful. Powerful, c'est le téléviseur intelligent, rechargeable, doté d'une autonomie de 4 heures pour vous garantir du divertissement sans interruption. Profitez d'une image exceptionnelle en 4K, Ultra HD et de toutes vos applications grâce à son système Smart Android intégré. Avec son décodeur TNT et satellite embarqué, accédez à vos chaînes favorites où que vous soyez. Même en cas de coupure de courant, attention, il fonctionne aussi au panneau solaire. Désormais, vivez la télévision en toute sérénité avec Powerful, le téléviseur intelligent rechargeable. Sur les antennes de Canal d'Antenne Nationale et bienvenue à cette dernière édition de Casa Show. Une édition de Casa Show qui va nous permettre de davantage évoquer la finale explosive qui a eu lieu hier à Rabat entre le Sénégal et le Maroc, même si au bout, c'est le Sénégal qui s'est imposé un seul petit but à 0. Le but a été inscrit justement par Pape Gueye lors de la prolongation de cette rencontre qui s'est terminée au bout du bout. On reviendra justement sur le comportement des Lions de la Teranga qui sont sortis de l'aire de jeu pour protester contre la décision arbitrale, sur la décision d'accorder un penalty au Maroc. Et on évoquera également ce concours, la Fédération sénégalaise de football via son sélectionneur, les joueurs, que disent les textes de la Confédération africaine de football. Et on évoquera également dans ce bilan la participation du Cameroun. Que retenir de la participation de la bande à David Pagou? On en parle dans cette autre édition de Casa Show. Merci infiniment, nous recevons chez vous. On accueille ceux qui nous accompagnent dans le cadre de cette autre édition de Casa Show. Le premier, justement, est un entraîneur de football de notre cher MTN Elite One et Guinness Super League. C'est avec beaucoup de bonheur que nous accueillons le coach Désiré Ndjonkam. Coach, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous les autres qui vont nous accompagner ce soir, bonsoir à tous ceux qui nous regardent à la maison. C'est un plaisir pour moi de participer à Casa Show. J'espère certainement apporter un peu de lumière à la lanterne certainement de ceux qui nous regardent à la maison. Il y aura énormément à dire. On aura redit justement sur l'actualité autour de cette Coupe d'Afrique des Nations de football, autour de cette finale qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et c'est parce que justement nous voulons être au fait d'un certain nombre d'informations que nous avons convié autour de la table ce soir, des entraîneurs de football. Autre entraîneur justement, c'est le coach Guy Djita, qui est le patron de l'académie, la TDHI, qui a déjà ses premiers produits justement sur le marché européen. C'est avec beaucoup de bonheur que nous accueillons le coach Guy Djita. Coach, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mathieu et bonsoir à tous les panélistes, à Désiré Ndjonkam que je retrouve et à tous les autres à la maison qui nous suivent. Je pense que ça sera un plaisir. Hein. On s'est donné du temps de débriefer la CAN. On est à la fin, on va pouvoir regarder ensemble qu'est-ce qui a marché, quels ont été les couacs, surtout en respectant les règlements de la CAF et en essayant de dire un peu sur le plan tactique qu'est-ce qu'on peut retenir à la maison après la CAN.
Monsieur, on refera le bilan de la participation du Cameroun dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Cameroun, on le rappelle, qui a été éliminé, battu 2-0 en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Et pour commenter l'actualité autour de l'équipe nationale du Cameroun, un membre du gala, puisque le gala reprend automatiquement vendredi prochain, on a le bonheur de recevoir un membre du gala pour davantage permettre qu'il soit déjà dans le bain avant le grand retour du gala des sports le vendredi sur Canal 2 International. Patrick Billon avec nous. Patrick, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous les téléspectateurs de la magnifique chaîne verte Canal 2 International. C'est toujours un plaisir d'être là, de revenir à la maison, de Casa Show. C'est vrai que la CAN vient juste de se terminer. Non, la CAN n'est pas terminée, on est en plein CAN. Non, je parle de la compétition en elle-même. Ok. Oui. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on fout là? Voilà, donc on va essayer de débriefer les faits majeurs justement de cette compétition et justement parler des grandes attentes forcément sur les Lions indomptables. Merci infiniment, mon cher Patrick Billon. Et invité, c'est l'un de nos confrères de Radio Sport Info. Jean-Pierre Quinfad nous accompagne ce soir. Jean-Pierre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mathieu, bonsoir aux autres panélistes. C'est un plaisir de partager le même plateau ce soir avec eux. On se connaît. Bonsoir aux nombreux fidèles téléspectateurs de Canal International. Bonsoir à vous Mathieu, une fois de plus. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir quand on se retrouve sur votre plateau, on espère. Pour sortir cette émission, vos téléspectateurs seront satisfaits de nos analyses sur ce plateau. Et surtout édifiés sur un certain nombre de questionnements. On démarre cette édition de Casa Show par le match qui nous intéresse, le match qui a servi de cadre à la clôture de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La victoire du Sénégal au bout du bout. Mais ensemble, on va commenter les temps forts de cette rencontre. On nous proposera dans un instant la réalisation. Les Lions indomptables n'étant plus présents, la compétition justement s'est poursuivie avec en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations de football le Maroc qui accueillait la compétition à la maison face à une équipe du Sénégal. Le Maroc qui a laissé beaucoup de cadavres justement sur son chemin. Le Maroc qui a battu le Cameroun en quart de finale. Le Maroc qui a battu le Nigeria en demi-finale. Et le Maroc qui s'est graissé devant le Sénégal en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais il faut rappeler quand même que le Sénégal qui a battu l'Égypte, le Sénégal qui a battu l'Égypte en demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations de football, parce qu'il faut le rappeler, le Sénégal qui a eu de la peine justement à battre le Soudan en 8e de finale. Et cette équipe du Sénégal, par contre, qui a montré bon visage. Bon, vous l'avez compris, on attend d'avoir les réalisations, justement, les images de cette rencontre entre le... La situation qu'il y a sur Achraf Hakimi, c'est une situation où, ok, l'arbitre décide d'abord de ne pas laisser le jeu se poursuivre, parce que lorsqu'on est dans une surface de réparation, une fois que l'arbitre a utilisé son sifflet, tous ceux qui sont dans le petit bus, ils n'ont plus à intervenir parce que la décision de l'arbitre, elle est celle-là qui est déjà consommée. Maintenant, si l'arbitre laisse la situation se poursuivre, là, on peut consulter le VAR et essayer de savoir ce qui se passe. Ça, c'est d'entrée de jeu. Maintenant, de l'autre côté, dans la surface sénégalaise, le fait de Diouf de tenir Diaz de cette façon-là, c'est un pénalty, il y a faute. Y a-t-il faute ou pas? Il y a clairement faute sur Diaz. C'est un pénalty tout fait. Mais c'est juste que précédemment, il y a eu une injustice de cette façon. Et c'est ça qui relève un peu l'état d'esprit des Sénégalais. Si l'action où les Sénégalais marquent, est-ce qu'il y a faute chez Achraf Hakimi? Non. C'est Achraf Hakimi le premier qui envoie les mains vers le joueur. Et lorsqu'il envoie les mains vers le joueur, il trébuche un peu par la suite. Il n'y a clairement pas faute. Donc c'est un but où on a ceux qui réussissent à jouer et les Marocains s'embrouillent un peu et marquent dans leur surface. De cette situation-là, il y a d'abord un but. Et c'est donc à partir de ce moment que les tensions s'élèvent complètement et on a eu droit à ce spectacle un peu désobligeant qu'on était contraint de regarder. Mathieu, juste ajouter deux choses. Il y a un fait qui a conduit à tout ce contexte-là. Sur le but du Sénégal, on interpelle l'arbitre, il refuse d'aller consulter la VAR. Sur le pénalty, c'est Brahim Diaz qui fait du harcèlement à l'arbitre, jusqu'à forcer l'arbitre
à aller voir la VAR. Ce qui n'est pas normal. Puisque Brahim Diaz n'est pas capitaine. À moins que je me trompe. Au-delà même d'être capitaine, généralement, les arbitres n'acceptent pas que ce soit les joueurs qui leur dictent exactement ce qu'il faut faire. Généralement, quand il y a une situation d'assistance, il a carrément laissé Diaz se rapprocher de lui au point de demander à Diaz, monsieur, calmez-vous, j'ai la situation en main, je suis en train de contrôler. Et par la suite, il a perdu les pédales. Patrick Villon, je veux qu'on reste sur les textes et règlements de la Confédération africaine de football. Dans le chapitre 34, dans le chapitre 35, l'article 82 des textes de la Confédération africaine de football, si pour n'importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match, ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match, sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée comme perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Il en est de même pour les équipes préalablement disqualifiées par la décision de la Confédération africaine de football. Vous croyez que les Sénégalais savaient ça? C'est pour ça que tous ne sont pas allés au vestiaire? Non, je pense forcément que les Sénégalais le savaient. Lorsqu'on va à une compétition, l'un des premiers rôles de l'administration, alors de la fédération d'une équipe, c'est de faire connaître les lois du jeu aux joueurs pour qu'ils sachent exactement à quoi s'en tenir pendant la compétition. Maintenant, je pense que hier, la décision a beaucoup plus été émotive que administrative. Laquelle? Celle de Pape Thiaw? Celle de Pape Thiaw de la demander... décision du directeur de la partie, le Congolais. Je parle beaucoup plus de Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais. Celle de demander aux joueurs sénégalais de sortir du terrain. Parce que juste après, lui-même, il fait son mea culpa, qui reconnaît avoir mal fait de demander aux joueurs de sortir. Maintenant, vous savez, il y a peut-être des lois qui sont érigées, des décisions qui sont prises par rapport à ces lois-là, mais tous les acteurs, au même titre que l'arbitre, sont des êtres humains qui peuvent faire des choses souvent sous le coup de l'émotion. Et c'est ce qui a été le plus remarqué hier. Lorsqu'il y a une situation bien avant qui permet aux Sénégalais d'ouvrir le score et que les Sénégalais ne puissent pas jouir au moins du fait que l'arbitre puisse aller contrôler. Parce que il faut rappeler déjà, Mathieu, que la situation de l'absence du checking ne date pas seulement du match d'hier. Ça a commencé en huitième du final face à la Tanzanie. Ça continue avec le Cameroun, la faute sur Brian Bemo. Ça continue avec le match face au Nigeria, où il y a 2-3 situations où l'arbitre peut exactement checker. Et je pense que, pour finir par là, les Sénégalais, en allant jouer ce match, ont bien évidemment déjà fait le constat de cette gestion bizarre des arbitres qui officient les matchs du Maroc et se disent cette fois-ci, nous, on ne va pas se laisser faire et on va adopter une attitude par rapport à tout ce qui s'est passé bien avant. En quoi est-ce que justement Ndala, le directeur de la partie, est responsable du fait qu'on n'ait pas, que malheureusement le VAR n'a pas été sollicité? Mais vous savez que Ndala est le directeur de la partie sur le rectangle vert. Et il faut que ses assesseurs qui sont dans le VAR l'interpellent pour dire, mais monsieur le directeur, on vous interpelle parce qu'il y a eu un fait de jeu qui vous a échappé. Mathieu, il faut déjà rappeler aux téléspectateurs que la VAR, c'est la vidéo assistance à l'arbitrage. La VAR est là pour accompagner l'arbitre dans ses choix, dans ses prises de décision. La VAR ne décide pas à la place de l'arbitre. La VAR permet aujourd'hui aux arbitres de corriger ce qu'ils n'ont pas vu. Et il faut également rappeler aux téléspectateurs que la VAR n'intervient que sur des situations litigieuses, parmi lesquelles la possibilité d'avoir un carton rouge lorsqu'il y a un but qui est inscrit. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on demande aux assistants, à savoir exactement les juges de touche, de ne pas lever le fanion directement lorsqu'il y a une offensive. Parce que si vous levez le fanion tôt et qu'il n'y avait pas hors-jeu, vous avez annulé une attaque et qui aurait pu profiter à l'équipe qui attaquait justement. Ici, il est question de quoi? Il est question de que l'arbitre, lorsque les Sénégalais marquent, vous comprenez, qu'il puisse au moins demander, parce qu'il y a un micro, il a une oreillette, il a un micro, il communique directement avec... Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'il n'a pas... Mathieu, parce qu'il y a but. Il siffle avant. C'est la raison pour laquelle je dis, il ne faut pas qu'il siffle avant. Justement, Patrick, voilà, parce que le signifié, il siffle avant, ce qui n'est pas bien. En arbitrage, hein, je préfère un arbitre qui siffle tard
mais bien que de siffler tôt et détruire une action. Avant de questionner et de comprendre les faits déjà à répétition, quand même, tu l'évoquais dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football, je comprends l'attitude du Sénégal. Comment expliquer ça? Je pense qu'à un moment donné, les gens ont voulu sauver les meubles, mais sauf que ils sont partis sur 2 erreurs qui n'ont pas arrangé. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout dire ce qu'on peut dire. Après le débriefing, il va falloir regarder le règlement et se dire, peu importe ce que nous allons dire aujourd'hui ici, on ne peut pas enseigner à nos jeunes que quand une rencontre se joue, peu importe l'attitude, je regarde Désiré dans les droits dans les yeux, peu importe ce qu'un arbitre fait sur un terrain désiré, on n'a pas le droit de quitter l'aire de jeu. On doit poursuivre la rencontre et porter des réserves ou des contestations. Ce qui s'est passé, ce n'est même pas un fait qui peut être spéculé, ça ne doit pas se faire. Nous sommes en finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Le règlement dit, je pense qu'après, en fin de journée, il y aura un débriefing. On est rentré dans la géopolitique du sport. C'est qu'à un moment donné, les gens, et moi j'ai encore, et la fin de la finale nous annonce clairement l'attitude du roi du Maroc, du frère du roi, l'attitude du président de la CAF, c'est lui qui arrête le drapeau pour donner aux gens. Il n'a pas à faire ça. Il est le patron de la CAF, c'est pas à lui à remettre. Enfin, on arrivait à un moment donné, sur le plan émotionnel, c'était extrêmement tendu. Et c'est là où les grandes, c'est là où les grandes organisations doivent avoir des unités qui sont là pour coordonner ce type de situation de crise. Ok. Jean-Pierre Kemfa, peut-être avant que le code Désiré Ndjonka, 30 secondes, peut-être avant que derrière Jean-Pierre va réagir. Allez-y, rapidement. Okay. Merci. Juste pour signifier que l'arbitre, la première chose à faire, il devait constater les faits. Et la deuxième, il devait appliquer la loi. Et appliquer la loi, c'était de siffler la fin du match. Constatant que le Sénégal était hors de l'aire de jeu. Et faire son rapport. Ok. Jean-Pierre, comment expliquer la répétition des faits de jeu dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football? Parce qu'on va pas parler. Pour répondre à votre question, je veux vous ramener un peu plus en arrière, avant cette compétition, dans une autre compétition. Le Maroc... Ne nous ramenez pas trop. C'est pas très loin. Le Maroc a abrité la CAN féminine. La finale de cette CAN avait opposé quelle équipe à quelle équipe? Le Maroc au Nigeria. Cette finale avait été remportée par qui? Par le Nigeria. Vous savez ce qui s'est passé après la finale? Après la finale remportée par le Nigeria, celui qui travaillait, celui qui était chargé de la désignation des arbitres à la Confédération africaine de football avait été retiré. Il avait perdu son poste. Les vrais problèmes commencent à ce niveau. Et c'est pour ça que j'ai apprécié sa première intervention. Il vous dit, on n'organise pas des compétitions parce qu'on doit forcément gagner les compétitions. On organise des compétitions parce qu'il y a des enjeux plus majeurs que de gagner une compétition qui sont derrière. Vous ne savez pas combien de personnes ont visité le Maroc sur les dernières années. Je ne parle pas que du foot. Tous les sports confondus, parce que le Maroc n'organise pas que des compétitions de football. Le Maroc organise la majorité des compétitions sportives. Désormais en Afrique, ça se joue, ça se déroule au Maroc. Du Maroc. Comment ils ont cru à un moment donné que parce qu'ils organisent une compétition, je n'ai pas la preuve. C'est ce qui s'est dit. Bon, nous aussi on peut faire des analyses sur la base de ce qu'on a vu, qui doit mettre tous les moyens à leur disposition pour gagner, quitte à ce que les équipes aient les capacités, les moyens pour gagner ou pas. Je reviens à la compétition. Quand ça commençait, moi j'avais dit au début que j'appréciais cette équipe du Maroc, malgré le fait que l'équipe a timidement démarré la compétition contre les Comores. L'équipe, c'est pas dans cette Coupe d'Afrique des Nations qu'on a découvert que le Maroc a souvent les difficultés à évoluer face aux équipes qui jouent en bloc bas. Ils ont toujours eu les difficultés. La Coupe d'Afrique des Nations a seulement confirmé cela. Au fur et à mesure que la compétition évoluait, on a vu cela. Mais j'avais dit que l'équipe du Maroc n'était pas une mauvaise équipe. Et ce n'est pas après ce qui s'est passé hier que je vais vous dire que le Maroc ne méritait pas gagner cette CAN. Le Maroc aurait pu être un bon champion. Le Maroc aurait même pu être un bon perdant si ce qui s'est passé tout au long de cette compétition ne s'était pas passé. Oui. Exactement. C'est ça le véritable problème, c'est ce qu'il faut comprendre. Regardez le geste de Walid Regragui. Quand on donne le pénalty à Brahim Diaz, quand il y a pénalty, le pénalty est même sifflé. Qu'est-ce que Walid Regragui est en train de faire? Lui, il est là, il est concentré à demander aux Sénégalais de revenir sur la pelouse. Oui. Quelqu'un a tiré mon attention. Moi, parce que quand je regardais le match, cet imam m'a échappé, je dis merci à quelqu'un qui m'a interpellé ce matin. Il m'a obligé à aller regarder le match et revoir les images. Oui, merci au coach Maté Blé Tanga. Je donne à César ce qui appartient à César.
Et j'ai revu l'action. À ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez les Sénégalais faire ce qu'ils ont à faire. Ça ne vous regarde pas. La CAF va s'occuper de ça. Bien sûr. Vous vous concentrez sur votre équipe. Qui est le leader des coups de pied arrêtés au sein de l'équipe du Maroc? Achraf Hakimi. C'est Achraf Hakimi. Est-ce que Brahim Diaz devait être celui qui devait tirer? Qu'est-ce que vous faites s'il est meilleur buteur parce que non, c'est important de faire la précision. Brahim Diaz, je suis d'accord, il y a Achraf Hakimi qui est le leader et le capitaine de l'équipe nationale du Maroc, mais il y a Brahim Diaz qui est un joueur du Real de Madrid. Ça, il ne faut pas le mettre de côté. Mathieu, le football, c'est pas ça. Oui. Je vais quand même vous rappeler que Brahim Diaz était en liste pour être le meilleur buteur. Il n'était pas en liste des Nations. C'était le meilleur buteur. Avec seulement 5 buts. Non, il voulait davantage à soi, ça dominait. Il était déjà meilleur buteur. À ce moment de la rencontre, Brahim Diaz était meilleur buteur. Et les intérêts personnels ne devraient même plus primer. C'était plus possible. Vous prenez l'équipe du Sénégal. À ce moment-là, l'équipe pouvait marquer 2 buts. Ça veut dire que vous remettez en cause le choix de Walid Regragui. Ce n'est pas le choix. Il fallait m'écouter jusqu'à la fin. Le choix qui vous dit que tout ce que là, si jamais ce qui est dit, je précise, je parle avec des réserves. Au conditionnel. Oui, au conditionnel. Si jamais c'est confirmé qu'il y a eu des. Ne nous ramenez pas les déclarations d'une conscience. Avec la fédération, pour que si le Maroc. De toute façon, tout ce que nous analysons comme fait, c'est parce qu'on est en train de remettre en question même le parcours du Maroc. On a des doutes sur le fait que le Maroc soit arrivé à ce niveau. Et on se pose la question de savoir est-ce que tout n'a pas été réuni pour que cette équipe gagne à tout prix, à tous les prix, sa propre compétition, même si on ne peut pas prouver. C'est pour ça que je vous dis donc que tout ça a donc contribué à un moment donné à distraire cette équipe marocaine et même à l'éloigner même de l'objectif principal. Je vous ai pris un seul fait. Un seul fait. Walid Regragui, à ce moment, s'il était concentré sur son équipe, je ne suis pas sûr qu'il devait laisser, il aurait pu laisser Brahim Diaz prendre le penalty et tirer. Sans même lui dire un mot, ou alors sans même ne serait-ce que le mot. Regardez dans quel état il prend le ballon et il part tirer. Tout ça. C'est ce qui s'est passé. Vous avez posé la question sur les faits qui sont déroulés depuis le début. C'est fait justement. On fait comment pour que quelqu'un qui a été critiqué contre les Comores pour l'arbitrage? On a vu des faits de jeu où on aurait pu l'appeler au niveau de la VAR, on n'a pas appelé. C'est le même qu'on vient mettre en finale d'une compétition comme ça, avec tout ce qui se disait déjà sur l'arbitrage à ce moment de la rencontre. Et pour sortir complètement, lui le disait. Il n'y a pas faute, effectivement, sur Achraf Hakimi. Mais le problème, il faut qu'on laisse les émotions. Hier, on a vu le match, nous tous, on sait que la majorité des Camerounais, puisque le Maroc a battu, le Cameroun a battu le Nigeria, et déjà même, on était content, on n'était pas content de l'arbitrage. Mais il faut qu'on laisse les émotions de côté. Le problème de ce qui s'est passé, c'est que l'arbitre a commis l'erreur il s'est précipité de siffler la faute avant que le ballon, le but, avant que le ballon touche le fond des filets. C'est ça le problème. Et quand il a sifflé, j'ai discuté avec les arbitres de football. Ils te disent que lui, à ce moment, puisqu'il avait sifflé la faute, avant que le ballon ne touche le fond des filets, il ne peut non plus, revenir, ne pas, ou alors valider le but, ou alors aller même consulter la VAR. Il ne pouvait plus. Il me dit que c'est ça, l'information, c'est ce qui se dit. Je fais confiance aux arbitres de football. Mais si on s'en tient à cela, la faute, quand même, on ne peut pas on ne peut ne pas tenir M. Jean-Jacques Dalla responsable de ce qui s'est passé hier. Ok. Côte Désiré Ndjonkam, je veux qu'on continue d'évoquer les incidents d'hier. Est-ce qu'après justement ces incidents, la CAF est-ce qu'elle n'a pas perdu la face et doit désormais jouer sa crédibilité sur les prochaines compétitions à venir? La CAF reste une très grande instance. Je suis d'accord. Qui fait véritablement évoluer le football. D'ailleurs, mais je peux vous rassurer que jusqu'au très fond du monde, ces incidents ont secoué, jusqu'en Imani, ces incidents ont secoué, et on se pose la question, qu'est-ce qu'elle doit faire? La CAF restera déjà que sur le plan économique. La CAF a fait revenir beaucoup d'argent. On a pratiquement. On évoquera les chiffres de cette compétition avec la CAF qui a affirmé avoir quadruplé justement ses rentrées financières sur cette Coupe d'Afrique. Donc, mais néanmoins, c'est un peu cette partie sombre là parce que
JPK était en train de restituer les faits concernant la précédente Coupe d'Afrique des Nations, que j'avais d'ailleurs très suivi. J'ai carrément oublié de faire le parallèle. Merci JPK de ramener cette information où on avait suspendu l'ancien responsable de la désignation des arbitres. Et au jour d'aujourd'hui, on revient encore avec un incident. La même équipe des arbitres qui a d'ailleurs arbitré le match d'ouverture du Maroc est la même équipe. Pris la peine de rappeler les joueurs sur le terrain, ça prouve à suffire que même sans brassard, il y a des personnes qui sont capables de fédérer un groupe, d'être des leaders et être capables de ramener toute l'équipe sur le droit chemin. Même Pape Thio est venu vers lui et il lui a expliqué que non, il est mieux qu'on joue, même si on perd. Il est important qu'on fasse bonne image et qu'on se batte comme des hommes. Monsieur, on vous a posé la question pendant qu'on préparait cette émission à chacun de vous chacun sur son match référence de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Et je vais commencer par le coach Désiré Ndjonkam qui a choisi Nigeria-Algérie. Non, c'est moi qui choisis. Nigeria-Algérie. Ok, mais je reviens vers toi. Avant... Maroc-Sénégal, c'est le match que le coach des Ndjonkam a choisi. Mais le coach Guidjita a choisi le match Cameroun-Afrique du Sud. Pourquoi le match Cameroun-Afrique du Sud en attendant que la réalisation nous propose les images? Pourquoi ce match? Oui, ce match parce que je pense que c'est le match là où qui a été pour moi le plus abouti sur le plan tactique. On a vu une équipe camerounaise. Les deux équipes ou rien que le Cameroun? Non, pour moi, sur le plan du Cameroun, on est quand même au Cameroun, on va quand même essayer de faire profiter les gens à la maison. Pour moi, c'est le match qui a été le plus abouti. Parce que là, on joue quand même un huitième de finale. Il y a la place pour aller en quart de finale. On a l'Afrique du Sud qui a bien observé la façon de se comporter du Cameroun. Ils nous pressent pendant 20 minutes, on fait le dos rond, on tient bien. Après, on se déploie, on trouve les espaces laissés dans leur dos. On arrive à le mettre mal à l'aise. On arrive, après le remplacement, je vois s'il y a Dalaï qui se blesse, je pense, non, qui sort dans le match. Il y a Naguida qui revient. Ça veut dire que même le coaching, là, à ce moment-là, est porteur. Et c'est du poste pour poste. Donc je pense que c'est le match sur le plan tactique qui a abouti. On a l'appel de balle que personne ne voit de Kofane, qui suit le contrôle de Najida, fait un appel de balle en rupture, qui trouve la lucarne opposée du gardien. Je pense que moi, c'est le match le plus abouti du Cameroun. Parce que là, on n'est pas en train de jouer un match contre des équipes, pour moi, que je juge de niveau, plus ou moins. Parce qu'on a eu 2 matchs, pour moi. Le match de la Côte d'Ivoire, c'était un match important, mais les 2 équipes avaient à cœur de faire le dos rond. Après, chacune avait une victoire qu'elles avaient engrangée. Mais contre l'Afrique du Sud, personne ne peut se louper. Le Cameroun avait étudié le jeu de l'Afrique du Sud. On les a attendus, pressés. Et je l'avais dit dans l'émission qu'on avait précédemment pour dire, si le Cameroun n'encaisse pas en premier temps, elle va faire un résultat contre l'Afrique du Sud. Donc je pense que pour moi, c'est le match le plus abouti du Cameroun. On a retrouvé un bon Mbeumo. On a retrouvé une collaboration très intéressante entre Mbeumo et Kofane. Je pense que pour moi, c'est un match qui abouti. On a vu un bon Tchama 2. La preuve, c'est que le but qu'il marque, il est pas sur le côté droit, il est pratiquement sur le côté gauche. Je pense que pour moi, c'est le match le plus abouti du Cameroun. On parle de Cameroun-Afrique du Sud. La réalisation nous a plutôt proposé le match Cameroun-Côte d'Ivoire. C'est sensiblement le match que tu as choisi. Le match Cameroun-Côte d'Ivoire. Pourquoi ce match? Pourquoi l'intérêt autour de ce match? Le match Cameroun-Côte d'Ivoire parce que déjà c'est la deuxième rencontre du Cameroun dans la compétition et c'est face à l'adversaire que le Cameroun pouvait le plus redouter dans cette poule, le groupe F. On sort d'une victoire 7 contre l'équipe du Gabon où on affronte les éléphants de la Côte d'Ivoire, notre, on va dire, rival depuis des années. Déjà au niveau de cette rivalité-là, c'était déjà compliqué pour l'équipe du Cameroun alors de penser à une victoire du Cameroun, même si on avait déjà battu le Gabon. Pour moi, ce qui m'a marqué, et j'ai toujours attendu ça de l'équipe du Cameroun, même à l'époque de l'ancien policier, qui heureusement n'est plus à la tête de cette équipe aujourd'hui, j'attendais une équipe parce qu'on avait toujours vu, on avait toujours vu l'équipe du Cameroun. Le Cameroun, non. Qui encaissait. C'est pas ça le problème depuis longtemps. Non. C'est ce qui va venir après. Non. C'est ce qui va venir après, Mathieu. Il a été policier ou pas? Et ce, j'invente les choses. Vous parlez de qui? Mabrice, évidemment. Non, mais c'est l'ancien sélectionneur des Lions. Ancien sélectionneur, si vous le voulez. Okay. Moi, j'ai toujours attendu voir une équipe du Cameroun qui peut ne pas être la première équipe à inscrire des buts, mais qui est la première équipe encaissée, mais être capable à réagir rapidement dans le jeu. Ouais. Et face à un adversaire coriace, la Côte d'Ivoire c'était un adversaire coriace, on a été les premiers à encaisser face à la Côte d'Ivoire et on a réagi, on a eu la réaction
qu'il fallait, l'équipe du Cameroun. Et le jeu qu'on a eu à proposer par la suite, on a fait douter cette équipe des éléphants. C'est la réalisation que nous proposait les images du match Cameroun. Véritablement intéressant. Moi, ça m'a donné, c'est à partir de cette rencontre que j'ai commencé véritablement à croire à l'équipe de David Pagou. J'ai commencé à penser que si on sort de cette poule et qu'on croise n'importe quel adversaire pour la suite de la compétition, on peut aller le plus loin possible dans ce tournoi. Monsieur, on parle de ce match entre le Nigeria et l'Algérie, c'était ton choix. Patrick Bilon, pourquoi ce match? Est-ce que simplement parce que c'était le match révélateur autour de cette sélection nigérienne? Pas seulement pour la sélection nigérienne, même pour la sélection algérienne, parce que les deux équipes font un très bon début de compétition. Ce sont les rares équipes à avoir eu 9 points pendant les phases de poule. Ouais, c'était les deux équipes. Oui, donc elles arrivent à s'affronter. Là, vraiment, on veut savoir. Pour moi, je voyais direct l'une des équipes arriver forcément en finale. Et le Nigeria nous a sorti une grosse performance face à l'Algérie, avec le duo Ademola Lookman et Victor Osimhen. Je pourrais même greffer à ça Cor Adams qui, bien avant que Pape Guénan dans la séance de réparation. Aussi, il y a un élément que Désiré doit aussi l'intégrer aussi, c'est que généralement, quand vous avez des défenseurs comme Achraf Hakimi, qui sont plus portés vers l'offensive, ils ont cessé de difficulté, c'est qu'ils n'aiment pas trop faire des fautes. La plupart des défenseurs, vous allez voir une telle action devant nous au Tolo, il y aura faute. Il y aura faute, voilà. On se comprend. On se comprend. Ça veut dire que le défenseur qui est porté vers la défensive aura toujours le fait de stopper l'action. Le défenseur qui est porté vers l'offensive, comme Achraf Hakimi, il y aura toujours une volonté de récupérer un ballon propre. Et tout le problème de ce type de joueur-là. Et après le but, par contre, il se réveille une action. Il y a des ballons là où il va vraiment au tampon pour empêcher un tir de Sadio Mané. Je pense que c'est... Mais il aurait dû faire la faute. Je vous laisse sortir par celle de Lamine Camara, qui obtient un carton jaune, qui est sous la menace d'un carton rouge, mais qui fait un tacle terrible aux abords de la surface de réparation et réussit à récupérer la balle. C'est un match qui avait un peu de tout dans cette situation-là. C'est ce qu'on appelle souvent l'instinct de suivi. Puisqu'il faut éviter à son équipe de prendre un but, de concéder ce but. Synonyme de défaite en finale de Coupe d'Afrique. S'il y a un match qu'il ne fallait pas rater dans cette compétition-là, c'était celui-là. Et peut-être encore celui entre le Congo et le Sénégal, où il y a une certaine revanche entre les deux. C'était aussi un match très enlevé dans cette compétition. Malheureusement, les deux équipes sont séparées dos à dos, je pense. Oui, exactement, un but partout. Et monsieur, on parle là, on fait d'abord, je ne sais pas si la réalisation nous propose, on fait un clin d'œil aux partenaires et derrière on reviendra pour évoquer la participation du Cameroun à cette Coupe d'Afrique des Nations de football. David Pagou a-t-il véritablement créé un groupe de combattants? On en parle avec vous derrière. Renaprove offre Masso. L'acte 1. Acte 2. C'est très beau, c'est comme si je suis à Paris. C'est comme si je suis au Cameroun. Acte 3. Je n'y croyais vraiment pas. Acte 4. Acte 5. À la Masso, vivons simplement nos valeurs africaines. La force du continent ne vient pas du fait qu'il soit des lions, mais du fait qu'ils soient indomptables à cause de leur vitalité. Être camerounais et indomptable, c'est vital. Au Vital, l'eau des lions indomptables. Ce programme vous est proposé par Melbet. Le dernier tir, c'est terminé? Pas encore. Pariez sur la Coupe d'Afrique des Nations avec 20% de cashback. Que le spectacle continue. Dans la moitié de terrain adverse. Imaginez, vous êtes en plein match. Ces 5 dernières minutes assez apocalyptiques. Ou plongé dans votre série préférée. On est au 21e siècle. Et soudain, une coupure Samuel d'électricité. ne sera plus votre esclave. C'est la balle pour sortir. Pas de panique, nous avons la solution. Powerful. Powerful, c'est le téléviseur intelligent, rechargeable, doté d'une autonomie de 4 heures pour vous garantir du divertissement sans interruption.
Profitez d'une image exceptionnelle en 4K Ultra HD et de toutes vos applications grâce à son système Smart Android intégré. Avec son décodeur TNT et satellite embarqué, accédez à vos chaînes favorites où que vous soyez. Même en cas de coupure de courant, attention, il fonctionne aussi aux panneaux solaires. Désormais, vivez la télévision en toute sérénité avec Powerful, le téléviseur intelligent rechargeable. Monsieur, on parle là justement de l'équipe nationale du Cameroun. Avec un tour de table, je commence par toi, Guy Djita. Le Cameroun est sorti en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations de football après sa défaite 2-0 face au Maroc. Mais une question. Quel est le match qui a révélé cette équipe? Bon, JPK l'avait déjà dit, hein, voilà, c'était le match de la Côte d'Ivoire. Hein. Tout le monde ne croyait pas trop à cette équipe. Parce que quand même, parti de loin en 2 semaines, construit un groupe. Et puis encore, essayer un dispositif comme le 3-5-2, désiré entraîneur, puis il paraît qu'un ancien joueur footballeur. C'est un système qui est basé sur la capacité à utiliser des figures comme le losange, le carré, et qui demande beaucoup de début d'énergie. À chaque fois que vous prenez un espace, vous devez le restituer, vous devez fermer. Donc, c'est-à-dire qu'il a réussi à mettre ça. Et tout le monde se demandait comment ça va se passer contre l'équipe championne. Tu as le futur des chances de Lions du Cameroun. Ouais, moi aussi, je rejoins pratiquement. Parce qu'avec Patrick Bilon et Jean-Pierre Kenfak, je veux qu'on reste sur la titularisation de Koufane au lendemain de son but. Du but de Karl Taillon en ouverture de cette compétition pour l'équipe nationale du Cameroun. Je réagis sur Bemos. D'abord, vas-y. Non, je rejoins un peu Guy Marcel, lui aussi très bon entraîneur de football, qui parle un peu de cette situation-là. Mbemo était pratiquement l'artificier de cette équipe. Mbemo était le Sadio Mané de l'équipe nationale du Cameroun. Malheureusement, c'est une compétition où il n'a pas... Il n'a presque pas brillé. Il a eu quelques éclairs où il a pris la balle. Il a essayé de rapidement avancer. Mais on peut comprendre que c'est une équipe qui ne s'était pas véritablement retrouvée, que certainement avec le bénéfice du crédit, du temps qu'on va ajouter à David Pagou, forcément les choses seront faites. Maintenant, pour rebondir sur la deuxième question. Peut-être avant, vous mettez quoi dans Mbemo n'a pas brillé, coach? Moi, je comprends pas. Parce que moi, je ne comprends pas. Il a marqué combien de buts? Vous ne pouvez pas. Il a marqué combien de buts? Vous êtes en train de me dire que la performance d'un joueur dans une compétition, attaquant aussi, soit-il, se résume à marquer ou de ne pas marquer? À participer véritablement. Donc on juge voilà, c'est important. C'est exactement ça. Bomo a-t-il participé aux Jeux du Cameroun ou pas? J'ai vu un Bomo. C'est quoi le poste de Bomo? J'ai vu, oui, écoutez, c'est quoi son rôle? Peu importe, c'est un attaquant, son rôle c'est de marquer. Et vous avez bien fait de dire autre chose qu'en plus de marquer. C'est de participer aux Jeux. Si, JPK. C'est de faire jouer ses coéquipiers. Bien sûr. J'ai vu un match de Bomo où Pagou a pris le risque de le faire jouer en piston. Et avant le début du match, piston droit, j'ai le match contre le Mozambique. Mozambique. C'était ma première préoccupation. Et j'avais posé la question, dans un forum, je me trouvais, que est-ce que Bomo aura la capacité à fournir des efforts sur le plan défensif, comme s'il jouait sur le côté, comme ailier. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit que non, en club, il a l'habitude. Il est sorti de ce match. Moi, j'étais entièrement satisfait. De quoi? Bomo, c'est l'un des joueurs de notre équipe, pour moi, sur qui j'ai vu l'engagement, la détermination et surtout qui a réussi à porter cette équipe, même s'il n'a pas marqué. Et le fait de ne pas marquer, la question que le coach et les deux posent, ça ne date pas d'aujourd'hui à l'équipe nationale du Cameroun. Rappelez-vous de Franz Zambo Anguissa. Avant qu'on ait le Zambo. Là, tu nous amènes. Non, c'est important. Coach, permettez-moi de vous dire. Je sors par là, c'est important. Tout le temps, quand Zambo venait à l'équipe nationale, il faisait des piètres performances. Non, ça n'a rien à voir avec Zambo Anguissa. Non. On va se faire. J'ai posé. Zambo Anguissa n'est pas le même problème. Si vous me laissez chuter, vous allez me comprendre. Le point n'est pas ce que vous avez dit. Le problème, c'est pour vous faire comprendre. Quand Zambo finissait à l'équipe nationale, avec ce qu'il nous a proposé, piètre performance, qui est rentré en club, il nous enchaînait des matchs
impressionnant. JPK. Et vous vous rappelez que quand on lui a posé la question à plusieurs reprises, nous, les journalistes, on lui a posé la question à plusieurs reprises, en conférence, pourquoi, qu'est-ce qu'il peut expliquer? Il a dit qu'il JPK. Le problème aujourd'hui, c'est pas ce beau mot. Mathieu, 30 secondes. JPK. Le milieu de terrain, je passe côté de lui ici, là, ça pas autre chose. Hein. Soit c'est le carré, soit c'est le losange, c'est ça. Les points te changent. Dans le milieu de terrain, c'est pas compliqué. Tu peux être au point de basse, c'est des pareils qu'on est, les coups se posent les mêmes. Mais attaquant, c'est différent. À partir du moment, et je te dis encore là-dessus, il faut faire attention parce qu'on n'est pas en train de remettre en cause le dispositif de l'entraîneur. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est la capacité à mettre en valeur un joueur clé. On a vu le coach du Sénégal ramener Sadio Mané derrière l'attaquant comme meneur de jeu. Et tout le temps, on a vu le résultat, c'est que Mané a marqué. Mais sauf que maintenant, laissez-moi s'il vous plaît. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. C'est vous qui commencez par dire qu'il a marqué le week-end alors qu'il ne marquait pas. JPK. J'appelle ça une anecdote. On prend un petit récit pour étayer quelque chose qu'on veut présenter, pour que ceux qui en ont compris ça rapidement. Je prends un exemple très simple pour dire. On joue contre le match. Gabon. Passe de but à Etaillon, il marque, non? Contre la Côte d'Ivoire, qui marque le but? Chamadou, oui. Mais on est sur rien sur l'action. On est d'accord, non? Face au Mozambique, c'est Kofan. C'est Kofan qui marque. L'autre but, c'est qui? Je crois que c'est un CSC. Pour vous dire que quand un joueur peut vous apporter, si on peut situer, à 70% de votre apport sur le plan de marquer les buts, si vous en apportez 40, il est mal utilisé. Maintenant, le point qu'on dit, c'est que tout le monde est d'accord, c'est que l'équipe, c'est un très bon groupe. Ils ont eu 2 semaines, il n'a pas passé le temps. Et créer automatisme autour de Mbeumo, ça n'a pas été facile. Il a fallu prendre des choix. Et un choix associé de coordonner, c'est qu'il peut t'apporter en in, il peut t'apporter en out. Donc aujourd'hui, c'est que je disais que on veut donc dire à l'entraîneur aujourd'hui que, pas dire, on parle aussi pour nous pour dire que si on met un bon dispositif autour de Mbeumo avec Kofan et Taillon, ça peut nous rapporter quelque chose en termes de masse. D'où ma question, et je commence par toi, mon cher Patrick Bilon. Est-ce que vous avez compris durant la Coupe d'Afrique des Nations de football le choix du sélectionneur David Pagou de faire titulariser Kofan en lieu et place de Kal et Taillon dans cette Coupe d'Afrique des Nations? On rappelle que lors du premier match face au Gabon, c'est Taillon qui permet au Cameroun de s'imposer 1-0. Derrière, le second match face à la Côte d'Ivoire. Malheureusement, Taillon sur le banc, Kofan est titulaire. Le troisième match, face au Mozambique, Taillon sur le banc encore, Kofan est titulaire. Est-ce que vous avez compris le choix du sélectionneur? Est-ce que c'est un choix purement sportif ou il fallait aller chercher les raisons ailleurs? Non, un sélectionneur ne fait que des choix purement sportifs. Je vais d'abord commencer par là. Vous n'aimez pas les polémiques, Mathieu, mais vous posez des questions polémiques. Oui. Voilà, je vais commencer. Si c'est moi qui pose des questions, vous répondez. Je vous réponds en vous disant que vous n'aimez pas les polémiques, mais vous posez des questions polémiques. C'est ce que je vous dis. Donc, pour commencer par rapport à Christian Kofan, lorsqu'un entraîneur va en compétition, il connaît exactement comment est-ce qu'il veut que son équipe joue. Et Christian Kofan rentrait directement dans le plan de jeu de David Pagou. État a certes marqué contre le Gabon, mais État présente des lacunes ou alors n'a pas une palette assez large comme celle de Christian Kofan. Je vais vous poser la question, si vous me permettez, puisque c'est vous qui posez la question. Malheureusement, je ne vous permets pas. Oui, faites vos crânes. Je pose la question aux téléspectateurs qui m'écoutent à la maison. Lorsque vous voyez le match de Christian Kofan depuis son entrée face à la Côte d'Ivoire, contre le Mozambique, contre l'Afrique du Sud, est-ce que vous donnez raison à David Pagou de l'avoir titularisé ou pas? Tout le monde donne raison à David Pagou de l'avoir titularisé, en lieu dépend de Kal et Taillon. Ce que je veux plutôt savoir aujourd'hui pour l'avenir de l'équipe nationale du Cameroun, c'est de savoir est-ce que ces deux joueurs peuvent être complémentaires? Parce que c'est également des profils qui peuvent changer. Regardez le match. Mais parce que ça, tous les qu'on va falloir sacrifier quelqu'un. Non, pas forcément. On a joué contre la Côte d'Ivoire. On a fait le match contre la Côte d'Ivoire avec État et Kofan sur le terrain. Si je ne me trompe pas, c'est ça, n'est-ce pas? Le match contre la Côte d'Ivoire, on finit avec État et Kofan sur le terrain. Donc, l'entrée de Kofan, la présence de Kofan, la présence d'État, montre que État peut être l'attaquant qui va beaucoup plus dans les duels, va beaucoup plus dans les déviations, les remises. Et Kofan, celui-là qui va rôder autour de lui pour permettre de finir les actions. Regardez également l'action où Kofan réussit à fixer toute la défense. Je pense que c'était contre
le Mozambique, parce que beaucoup de gens oublient cette action où Kofan donne le ballon à Kale Taillon, qui n'arrive pas à marquer. Et pourtant, s'il marque ce but, le Cameroun sort premier de la poule et on ne rencontre pas forcément envie de pays organisateur et peut-être on peut avoir un destin autre que celui qu'on a connu. Donc, Christian Kofan, oui, Christian Kofan est celui-là qui... Christian Kofan est celui-là qui est très très clinique dans ses actions. Christian Kofan est celui-là qui réussit à profiter du peu d'occasions qu'il peut avoir pour mettre au fond. Et lorsque vous avez un attaquant qui, en plus de marquer les buts, est capable de faire marquer, parce que beaucoup d'attaquants auraient pu essayer encore de jouer seul, perso, mais il réussit à donner un bon ballon à Kale Taillon qui manque de lucidité. Et je pense que c'est à partir de cette action... encore dans une compétition. Et je pense justement, Mathieu, que c'est à partir de cette action manquée de Kale Taillon qu'il sort un peu mentalement du tournoi. Parce que même après ce match, je vois une vidéo qui a circulé sur les réseaux où Carlos Baleba est en train de causer avec Eta pendant que tous les joueurs sont en train de chanter. Est-ce que c'est pas le fait, coach 30 secondes, juste pour qui parle après. Pour dire seulement que... Et justement, moi je trouve en Eta Eyon et en Kofane, c'est la complémentarité. Parce que si vous prenez bien le profil de Kofane, c'est un profil qui se rapproche de Samuel Eto'o-Fils. C'est des renards de surface, c'est beaucoup plus genre des courses en négociation de jeu. Des faux lents. Mais il est grand, hein? Mais ce type de profil désiré marche bien quand il y a quelqu'un qui peut faire la masse comme Bouma pour lui. Et c'est là où moi je disais, et c'est là où JPK, où tu vas me pour dire, quand moi j'ai vu le match contre la Côte d'Ivoire, à la fin, j'ai senti quelque chose peut se mettre en place entre les deux. Parce qu'à un moment donné, tu as vu le débat contre le Maroc. Il a manqué à Kofan quelqu'un qui va avoir de la masse devant pour distraire l'attaque. Et c'est un peu l'ordre. Parce qu'avec Kofan, c'était des prises à deux. Voilà. Et comme Kofan, c'est un peu plus clinique, c'est un peu plus fin. Et les joueurs fins comme Kofan n'aiment pas trop les contacts de la passe. Ils n'aiment pas trop la masse. C'est là où on peut donc avoir un gars comme Kofane, qui est Taillon, qui va prendre la masse pour lui. Et on a un Bemo. Bemo, c'est presque comme du Kofan. Ça n'aime pas trop les contacts qui sont trop rudes. Il va chercher. Déjà, son gabarit ne joue pas en sa faveur. Voilà. C'est un peu là où je voulais en venir. Okay. Maintenant, nous, on va envoyer des pistes pour que l'entraîneur, on va envoyer peut-être 10 biscuits, il en prendra peut-être 1 ou 2, ça dépend. Et on aura quand même fait la partie du boulot. Pour moi, il y a de la place. Parce qu'aujourd'hui, je le dis encore, il peut prendre la témoin. Le haut niveau aujourd'hui, quand on vient en Afrique beaucoup plus, on veut la masse. Parce que les joueurs de puissance comme les Taillons, les Doba, les Idrissou, on en veut parce qu'ils vous aident à stabiliser une défense et offrir les pistes à ceux qui sont un peu plus fins. Ok. Jean-Pierre Kenfak, est-ce que le fait de n'avoir pas continué à donner confiance à Taillon lors du second match après son but face au Gabon a sorti le joueur de la compétition? Non, il n'est pas. S'il sort de la compétition, ça veut dire qu'il n'est pas compétitif. Mentalement, il n'est pas fort. Parce qu'il part en compétition tout en sachant qu'il est en concurrent. C'est une génération il sait que son concurrent direct, c'est Kofan. Même s'il est arrivé dans la tanière un peu plus tôt que lui. Et tu n'es pas sûr que si Kofan était arrivé au même moment que les autres, que Kale Taillon aurait pu être titulaire au premier match, si Paco avait gardé le même système, les choses auraient pu être différentes. Ça, il faut aussi le mentionner. Maintenant, il faut avoir l'attitude d'un compétiteur. Un compétiteur, quand tu es sur le banc de touche, dis-toi que si le coach, je pars sous le regard des deux coachs qui sont là, Patrick a aussi joué au haut niveau. Si on te donne même les 5 dernières minutes, les 10 dernières minutes, mon ami, tu peux faire qu'on oublie même celui qu'on a mis avant toi là. On l'oublier. C'est ce que Kofan a fait. Kofan a eu besoin de combien de matchs pour entrer dans la tête des Camerounais. Aujourd'hui, il est resté dans la tête des Camerounais. Il n'a pas eu besoin de 5 matchs pour rester dans la tête des Camerounais. Bien sûr. Il a marqué les esprits des Camerounais sur peut-être 2 ou 3 matchs. Et quand le même Kofan, c'est lui qui donne la passe en or, il le disait tout à l'heure, à Kaleta, qu'est-ce qu'il a fait de ça? Il a vendangé malheureusement. Et son attitude après, ça vous l'oubliez, Patrick a bien fait de le mentionner. Quand vous regardez son attitude, vous avez l'impression qu'il commence petit à petit à sortir de la compétition. Mais JPK, juste pour dire. Non, c'est pour réagir à ce que tu as dit tout à l'heure. Non, c'est important. C'est pour réagir à ce que tu as dit tout à l'heure, Mathieu. Ça toujours même. En fait, on a compris l'importance d'un préparateur psychologique sur ce cas de figure. Parce qu'à un moment donné, dès lors que la hiérarchie même des attaquants et des gardiens de but, c'est là où le gars doit bosser. Il faut venir voir le garçon et lui dire, écoute, parce qu'en fait, il y a peu de concurrence entre Kofan et Taillon.
on fait savoir au garçon qu'aujourd'hui l'autre va jouer, il n'a même pas à s'énerver. Il se concentre plutôt pour autre chose. Ok. Pat, malheureusement, on ne te relance pas sur la titularisation de Eta Young qui avait été buteur parce que logiquement, quand vous allez dans une compétition, vous êtes titulaire en premier, si vous marquez, la logique veut qu'on vous reconduise. La logique veut que vous soyez titulaire. Malheureusement, Pago a décidé de faire autrement. Non, la logique ne dit pas ça, Mathieu. Les matchs s'abordent en fonction des adversaires. Vous pouvez avoir... Il y a des séances d'entraînement et je le dis encore, les profils des joueurs en face. C'est-à-dire que je vais jouer contre une équipe qui a des baroudeurs, je vais mettre un attaquant qui est également dans le profil de baroudeur. Si j'ai besoin d'une équipe qui va jouer le match contre l'Afrique du Sud, c'est un match purement technique. Le match contre le Mozambique, le ballon était au sol. Vous avez vu que Kofan, la palette technique de Kofan ressort même plus que sur le match contre le Mozambique, où il marque un but hors de la surface. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, je ne veux pas qu'un joueur, et ça ne doit même pas se faire, aucun joueur, comme quelqu'un le disait, dans sa place assurée dans une équipe. Merci. Chacun doit se battre pour trouver sa place. Et c'est ce comment est-ce que vous avez trouvé les choix de David Pago dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football jusqu'au Maroc et cette défaite malheureusement 2-0. Sur l'ensemble de la compétition, comment vous avez trouvé ces choix? Sur l'ensemble de la compétition, le coach David Pago a fait ce qu'il a pu réaliser. En sachant qu'il vous regarde, il est revenu du Maroc. Ah si, naturellement. Et on a même d'ailleurs échangé il y a 2 jours. Non, je te rappelle juste qu'il te regarde. Non, il n'y a pas de souci. Depuis sa résidence à Yaoundé. Mathieu, t'es pas sérieux. Le coach David Pago a eu quelques 2 semaines de pouvoir préparer son groupe et à un certain moment, on a senti qu'il était un peu limité parce que il a eu cette grosse difficulté lorsqu'il a perdu son piston droit. Ça lui a causé énormément de problèmes. Il a assez réfléchi et je pense certainement que son match révélateur, c'est celui qu'il a fait face à la Côte d'Ivoire, comme on l'a dit précédemment, parce que c'est le match où je pense que lui-même, c'est vrai que c'est une personne assez teigneuse qui est souvent à fond dans ses choix, mais je pense que le match contre la Côte d'Ivoire, ça lui a véritablement permis de savoir qu'il est en train de rapidement avancer dans cette compétition-là. Et aussi, lorsqu'il joue contre l'Afrique du Sud, c'est un match qui révèle une fois de plus énormément de choses, même comme je pense que David Pago n'a pas été très accompagné parce que sur le plan de l'analyse vidéo, on a vu que contre le Maroc, on a beaucoup pêché, contre l'Afrique du Sud. Il a plutôt été bien loti parce que je trouve qu'il a 2 entraîneurs de haut niveau qui préparaient ou qui supervisaient les adversaires pour lui. Oui, mais... Moi, je parlais de la direction technique nationale et Michel Carr. Non, sans toutefois douter de leur expérience, je sais que ce sont des personnes très aguerries. Le directeur technique national est un excellent... Angelbert Baga et le coach Michel Carr est un ancien... qui supervisait les adversaires des Lions. Oui, mais le problème se réside aujourd'hui dans les détails. Il y a la data qu'il faille véritablement utiliser. Aller regarder un match de foot ne suffira plus. Il va falloir essayer de véritablement regarder au niveau des situations, de regarder comment l'adversaire a fait ses sorties de balles, de regarder quel est le joueur qu'on essaie de toucher à chaque fois, de regarder comment l'adversaire fait ses rentrées de touche. Il y a toute une multitude d'éléments. Voilà pourquoi je dis, en plus de cela, leur expérience, elle est importante, mais il est important de s'appuyer sur la data aujourd'hui. On ne peut plus avancer sans la data. D'ailleurs, la sélection marocaine a pris l'analyste vidéo, qui était l'analyste vidéo de Liverpool, qui a été l'analyste vidéo de Tottenham. Donc, c'est véritablement monté d'un cran. Et certainement, lorsqu'on va compléter le staff de David Pago, je pense qu'il fera une excellente suite. Guy Djita, on a parfois questionné les choix ou les remplacements de David Pago. Je veux parler de ce fameux match face au Maroc où on perd 2-0. On a questionné l'absence d'un latéral droit. Un piston droit. D'un piston droit au latéral droit, comme vous voulez. Est-ce que vous avez compris un moment l'inquiétude des Camerounais sur les choix du sélectionneur? Non, on comprend toujours l'inquiétude des gens. Après, c'est facile, comme vous dites toujours, c'est facile pour nous. On a assis, parce que ça a été préjudiciable. Non, bien sûr, je suis d'accord avec vous. C'est facile pour nous, on est là, on commente, on n'est pas dans le feu de l'action. J'aimerais seulement revenir aussi pour la gouverneure de Désiré, après il faut prendre votre question, pour dire que, qu'est-ce qui a marché au premier tour par rapport au DTN qui allait observer les adversaires? On est dans la même poule. Le DTN et le coach Cara Michel observent les matchs
du Mozambique, qui sont dans la même zone, les matchs de la Côte d'Ivoire. C'est trop facile. Là, c'est facile. Et on a vu comment ça a marché parce que les données qu'ils ont données par rapport à la Côte d'Ivoire étaient superbes. On a vu comment le coach Pagou a réagi tout de suite en second temps par rapport à la Côte d'Ivoire. On a vu le Mozambique, même chose. Sauf que quand on parle dans une autre poule en huitième de finale, justement, là, il faut intégrer la data parce que tu n'es pas là-bas, tu ne connais pas qui tu vas rencontrer en huitième de finale. Ça veut dire que là, il faut intégrer la data. Qui est ce côté d'avoir des données, et avoir un réseau UVO à les images des joueurs. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Je pense dans le prochain staff du coach Pagou, il faudra qu'on intègre vraiment le côté data dans le travail dessus. Pour revenir sur les choix par rapport au remplacement, je pense que quand tu vas dans une compétition, pour nous qui sommes entraîneurs, généralement, tu as toujours quoi? Tu as des joueurs box-to-box, mais tu as des postes que tu doubles. Je pense que quand on a vu le coach Pagou a doublé sur le poste de défense centrale, on avait pratiquement du chez Malone, on avait Kotor, on avait Niamsi, on avait Wo. Forcément, tu vas perdre sur d'autres postes. Là, tu as des joueurs que tu penses qu'ils peuvent rentrer, ils peuvent t'apporter de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que tu as un Djinna Bimbe que tu te dis que tout de suite, il va travailler. Mais, dites-vous toujours, c'est que le 3-5-2 a ceci je vais dire, pour me péter l'expression de pernicieux, c'est que si un maillon de la chaîne, je passe le contrôle de Désiré, si un maillon de la chaîne n'est pas prêt physiquement et tactiquement, tout s'écroule. Quand vous jouez en défense à 4 défenseurs, 3 milieux, 3 attaquants, un maillon peut s'écrouler, la compensation elle est plus ou moins simple. L'ailier ne bat pas, les milieux de terrain vont recentrer, on va forcer l'adversaire à revenir. Mais le 3-5-2, il y a un seul piston sur le côté. Et tout le monde a vu Djinna Bimbe. Mais si vous prenez la data, souvent vous trouverez que peut-être c'est pas lui. Peut-être que le remplacement de joueurs attaquants devant n'était pas bon. Et il a obligé le garçon à faire des courses. Parce que je vais vous dire, et comme tout à l'heure j'ai expliqué à JPK, quand on n'a pas bien vu Bemo, c'est quoi? Le 3-5-2 est basé sur la complémentarité entre les centraux droits et le piston droit. Le piston droit et l'extérieur droit. C'est ça. Si le central droit n'est pas complémentaire du piston, il y aura un problème. Donc, Djinna Bimbe peut-être rentré dans le match, il n'a pas trouvé les complémentarités avec peut-être Bemo devant. Tout de suite, ça n'a pas marché comme parce qu'il y a dans Kemdo. Djinna Bimbe, c'est l'un des flops de cette compétition. Parce qu'au-delà d'être rentré en piston, il est rentré contre le Gabon au milieu de terrain, il n'a rien foutu. Moi, je suis très d'accord avec ce que les coachs disent, mais ce que je veux également ajouter, c'est que David Pagou, là où il fait déjà une erreur, selon moi, c'est la seule même que je lui reproche. Sur quel match? Je dis sur l'ensemble de la compétition, c'est de ne pas être allé avec un second piston. Parce qu'on l'a vu directement, ça a pesé sur nous. Maintenant, le match face au Maroc, je trouve qu'on a été très timide, on a manqué de justesse tactique. Je m'explique. La première mi-temps face au Maroc, le Cameroun, justement les Marocains étudiaient notre jeu, ont quasiment empêché nos sorties de balles en passant par Avom. C'était des prises à deux. Oui, prises à deux, en passant par Avom et Carlos Baleba. Ils ont empêché ça. Ils ont dit, on laisse nous avec le ballon, on laisse Tim Malone avec le ballon, on laisse Koto avec le ballon. Tout ce qu'ils auront à faire, c'est de jouer long. Et lorsque vous jouez long, on a en attaque Bemo et Kofan qui sont plus petits que Aguet et Massina. Donc c'est impossible qu'on gagne un duel. Moi, dans un match comme ça, je me rappelle, j'étais avec, je pense que c'était Jean-Pierre Kefac, où je lui ai dit, ici, je vous prends un profil très grand, Jésus Onyamsi, je fais sortir Dani Namasso, je mets Bemo en électron libre poste de Namasso, je mets Jésus Onyamsi en pointe, ça va vous surprendre, mais comme Baleba et Avom sont bloqués, je cherche tous mes longs ballons sur... Pourquoi tu ne peux pas rentrer Etaillon? Qui va peut-être jouer en déviation? Ça fait la masse. Aussi, par contre. Mais je veux être sûr, parce que Onyamsi c'est 1m93, 95. Il menace 2 mètres. Oui. Donc, je veux être sûr que les duels seront vraiment gagnés. Soit dès qu'on cherche Niamsi, on joue tous les seconds ballons et on joue. Bon, à ce moment-là également, il faut que de temps en temps, David Pagou soit capable. Hier, on l'a vu, hein, Pape Thiaw, premier mi-temps, le Sénégal en 4-3-3. Deuxième mi-temps, il est passé en 3-5-2. On revient sur le fait. C'est vrai que j'en ai parlé sur la partie de faits divers. On revient sur ça. Moi, j'ai échangé dans un forum parce que j'ai ceci d'intéressant, c'est que j'ai fait mon stage en Afrique du Sud avec certains coachs du Sénégal, dans les gars de Génération Foot et autres. En fait, hein, aujourd'hui, je le disais, et la position de El Hadji Diouf, et c'est un coach sénégalais à la tribune, elle est à dessein. Elle est stratégique. Leur rôle est d'observer les déplacements des joueurs de l'équipe adverse et d'envoyer à chaud le ressenti de ce qu'ils ont vécu. Et il faut que nous comprenions ça à un moment donné. La capacité à mettre les gens sur une tribune nord, sud, est,
Ouest. Coach, quand vous allez mettre quelqu'un, on va le voir près des joueurs du coach. On va créer un débat qui ne devait pas exister. Okay. C'est ça le problème chez nous. Merci infiniment. Vous mettez quelqu'un là, un rigolo, on va voir qu'il vient prendre la carte. Sur 2 matchs, dès qu'on va le voir discuter avec un joueur ou avec le coach ou avec un membre du staff, on vous regarde que c'est lui qu'on a été préparé pour prendre sa place. Bon. C'est le malin chez nous. Ce jeu, ça passe. Mais chez nous, c'est parce qu'on est concentré sur ce qui nous aide à rien. On va évoluer parce que bientôt on met la clé sur le paillasson. Comment on améliore le groupe de David Pagou? Oui. Comment améliorer ce groupe? Comment améliorer on rappelle que dans bientôt, dans moins de 2 mois, on aura les FIFA séries. Et je crois les matchs amicaux, on optimise les stages. Et là, comment rendre cette équipe plus compétitive? Il faut d'abord créer la concurrence à tous les pouces. Tout à l'heure, on a évoqué... Pas d'éthique offensive. Oui, il faut créer la concurrence à tous les pouces. Il faut mettre dans la tête de ces joueurs que c'est pas parce que vous avez surpris les Camerounais durant cette compétition que vous avez votre place déjà acquise dans cette équipe. Et tout doit revenir au vestiaire? Non, pas tout le temps. Il y a des questions polémiques, tu as bien dit. Hein. Tu vois, il le faut. Et le premier compartiment, il faut mettre les gens en confiance, on les secouer sur le compartiment des gardiens des buts. Okay. Moi, j'ai trouvé pas très rassurant durant la compétition. Hésitant. Il manque de sang d'anticipation sur toutes ces actions, pratiquement. Je me dis, ces jeunes qui sont là, il faut à un moment donné aussi leur donner la chance. Simon va prendre des bouts. C'est-à-dire que leur donner une chance, et ça va permettre à Epassi de comprendre qu'à tout moment, si je m'amuse, je peux perdre ma place. C'est le problème que j'avais toujours posé à l'époque. On en a depuis d'actualité. On en a pour moi été, c'est un grand joueur. Il n'y a rien à dire, c'est un très grand joueur, mais on en a, c'est un joueur à problème. Et si il ne sera pas la bienvenue dans la non, il peut être tout la bienvenue s'il est capable de se mettre au service de l'équipe. C'est pas moi qui ai dit. C'est pas moi qui ai dit. On a dit. Celui qui dirige le football camerounais a dit à mon vision qu'aucun jour, aucun entraîneur ne sera plus au-dessus de l'équipe. Moi, je ne dis pas qu'on ne peut plus nous servir. On a toujours besoin d'entraîner, on en a. Okay. Mais si on doit arriver en équipe nationale, pendant que Pagou commence à faire un entraînement, il est au téléphone à gérer ses affaires, on ne peut pas mettre cela. Il faut qu'il se mette à la disposition de l'équipe nationale. Okay. C'est très important. Donc il faut créer la concurrence à tous les niveaux, à tous les postes. On ne construit pas avec les vieux, on construit avec les jeunes. Et David Pagou, c'est quelqu'un que j'ai apprécié, travailler avec des... Permettez-moi de chuter. Attendez qu'il termine. Les gens comme les que moi j'ai rêvé voir bénéficier d'un peu plus de temps de jeu dans cette compétition. Partie de vous et moi, on avait discuté. Oui. Et on disait que peut-être c'est lui qui aurait pu être une solution au poste de piston droit. Mais parce que justement, c'est le match où il va à l'échauffement. Le Maroc. Chama 2 se blesse. Oui, au Maroc. On le voit d'abord à l'échauffement. Oui. J'ai cru à ce moment que Pagou avait compris que c'est le profil qu'il fallait pour nous. Et après, on voit Dina Bimbe. Et ça m'amène justement, c'est ce qui m'a choqué. Le problème avec cette équipe, et c'est là où Pagou m'a un peu déçu. Il a été impressionnant, hein, avec ce qu'il a proposé. Mais c'est à la fin, je vais vous expliquer pourquoi. Tout le staff, pas que vous a fait tiquer. Non, tout le staff. Non, c'est une déception pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Le problème n'est pas d'aller à une compétition sans latéral droit. Ça peut arriver. Mais dites-moi, quand on voit ce qu'on a vu, l'entrée de Dina Bimbe, comment vous faites pour aller à une compétition sans latéral droit? Et durant toutes les séances d'entraînement que vous avez eues, vous ne préparez pas un joueur pour remplacer Chama 2 à ce poste. Pas de Boyomo. C'est-à-dire que s'il n'a pas mis Boyomo ou pour dépanner, je préfère parler de dépannage à ce poste, c'est-à-dire que durant les séances d'entraînement, ils n'ont jamais pensé qu'à un moment donné, Chama 2 pouvait se retrouver dans la situation dans laquelle on s'est. Et c'est un problème. Il aurait dû préparer parce qu'il avait déjà pris sur lui la décision de ne pas partir avec Jason Tchatchoua. C'est que je n'ai jamais cautionné, même s'il a ses raisons, parce que j'estime que Tchatchoua méritait être dans cette équipe. Est-ce que Tchatchoua est bon pour le groupe? Moi, je ne sais pas. Pour moi, c'est un joueur... C'est la question. Mathieu, ce que j'ai vu... Quel joueur vient en sélection? Est-ce qu'il est bon pour le groupe? Peut-être Pagou a vu des choses que nous, on n'a pas vues sur le cas de Tchatchoua. Moi, ça, je lui accorde le bénéfice. Parce que désormais, c'est le critère. C'est clair. Je lui accorde le bénéfice. Peut-être qu'il a vu des choses sur Tchatchoua que nous, on n'a pas vues. Mais pour moi, il n'a jamais été un joueur discipliné. Je suis là-bas sur ce que moi, j'ai vu. Je n'ai jamais vu Tchatchoua être cité dans les... Peut-être lui était en interne, donc il a vu des actes que le joueur a posés que nous n'avons pas vu. Mais moi, je dis, avoir eu des séances d'entraînement et n'avoir jamais eu l'occasion de préparer un joueur durant les séances d'entraînement pour jouer à ce poste, pour moi, ça m'a posé un problème. Et j'ai été extrêmement déçu sur la gestion du dernier match
de David Pagou. Merci Patrick Bilon, avant que le coach John Cam ne réagisse, parce que derrière, on va parler de la contractualisation justement du coach David Pagou. Je ne sais pas pourquoi ça doit faire un débat. Lorsqu'on a un entraîneur expatrié qui arrive, je ne suis pas xénophobe, je ne veux pas faire partie de ceux qui pensent que nous ne sommes pas un peuple accueillant. Il faudrait qu'on contractualise David Pagou, comme ça se fait avec beaucoup d'autres personnes. Je pense que Pape Thiaw au Sénégal, c'est un entraîneur local. Et il a forcément un contrat en bonne et due forme. David Pagou, s'il exerce ses fonctions de sélectionneur, il doit également avoir un contrat, bien qu'étant un agent de l'État. Je pense que ça, c'est une fonction en plus de ce qu'il a habituellement. Ils sont nombreux qui sont dans des ministères qui ont, en plus de leurs postes respectifs, d'autres attributs. Vous n'en savez rien, mon cher Patrick Bilon. Malheureusement, ici, on parle de sport et pas plus. Côte Désiré Djonkam, serait-il légitime pour le confort du sélectionneur d'avoir un contrat en bonne et due forme pour davantage permettre qu'il aille nous ramener des résultats? Peut-être avant de revenir à la question, je veux juste revenir pour 10 secondes sur ce que évoquait JPK du Cameroun tout à l'heure. Concernant l'âge des joueurs. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il est important de rappeler au niveau de la compétitivité des joueurs, qu'est-ce que le joueur peut apporter. Je vais vous prendre le cas d'un joueur qui a 36 ans, qui joue dans le milieu de terrain du Sénégal, qui a joué tous les matchs, qui n'a jamais été en deçà de 7 concernant la moyenne sur SofaScore et autres. Idrissa Gana Gueye. Il joue à Everton. Et il y a qui en première ligue. Tu as quel joueur de 36 ans au Cameroun qui joue en Angleterre? Non, je voulais juste revenir sur ce fait qu'il va falloir faire attention. Le plus important... Là-bas, on ne parle pas de reconstruction. Hein. Chez nous, on parle de reconstruction. Non. Attention. Je vous en prie. Je dis, pas du le sujet. plus important, c'est de savoir ce que le joueur peut vous apporter sur l'aire de jeu. Il est d'abord important aussi d'avoir ça comme indice. Maintenant, concernant la situation contractuelle, on avait d'ailleurs posé cette même question au concerné et je pense qu'il avait répondu. Je ne sais pas pourquoi ça devrait plutôt faire débat une fois de plus. Pour vous, il est mieux dans cette situation? Non, il avait répondu. Qui de mieux peut répondre à cette question que David Pagou lui-même? Je pense plutôt qu'on devrait plutôt réfléchir sur comment bonifier son staff, comment lui ajouter des personnes concernant la data, par exemple, dont on parlait, comment trouver cette situation-là pour pouvoir l'aider à mieux performer parce que David Pagou a réussi à créer quelque chose et il va falloir qu'on lui ajoute un peu de temps. Monsieur, on fait un tour de table en une minute, chacun se sera pour sortir. Que retenir de la participation du Cameroun? On commence par toi, Guidjita. Non, je fais juste un petit virage. Hein. Pagou doit avoir un contrat. Tout employé doit avoir un contrat pour pouvoir remplir un certain nombre d'engagements. On ne peut pas critiquer ces objectifs qu'on va assigner à M. Pagou s'il n'a pas un contrat qui est écrit en bonne et due forme. Ça ne va même pas faire l'objet d'un débat. S'il est assis, prochainement dans une touche camerounaise, il doit avoir un contrat. Maintenant, que devons-nous faire pour... Qu'est-ce qu'on retient de la personne du Cameroun? Non, c'est qu'on retient une très belle équipe en reconstruction, un groupe de jeunes qui sont contents de se retrouver ensemble, de travailler. On a vu un vestiaire qui cause beaucoup. J'ai vu un Bemo qui parlait pas beaucoup, qui a commencé à parler dans le vestiaire. Mais moi, j'ai 2 mots que je retiens dans l'équipe du Cameroun. C'est surtout à l'endroit de l'entraîneur Pagou, un grand bagou et un grand cran. Parce que oser, avec l'équipe du Cameroun, prendre le choix de jouer en 3-5-2 ou dériver de 3-4-3, il fallait le faire. 3-5-1-1. Non, ça se modifie. L'animation t'amène 3-5-2, ça t'amène à un moment donné en 3-4-3, ça t'amène à un moment donné. Ça dépend de comment tu animes les joueurs sur le dispositif. Je pense que ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que si on est parti avec ce dispositif, Pagou a une grosse foi en ses convictions. Pour moi, c'est un monsieur qui... Et ce type de personne, je pense que, comme le Désiré a dit, il faudrait qu'on mette sur pied autour de lui un grand staff, la data, parce qu'on a vu les limites d'avoir des gens qui peuvent couvrir un match. Et moi, c'était une très belle idée d'envoyer le DTN Bagangébert et Karl Michel aller voir les matchs. Je pense qu'on devrait maintenant encore étoffer pour toutes les sélections, autant aussi les dames. Qu'ils ont vraiment bossé. Ils ont bossé. Puis c'est quand il y a qu'à voir le match du Cameroun contre la Côte d'Ivoire. Si vous voyez comment le Cameroun réagit, si on n'a pas les données d'analyse des joueurs ivoiriens, on ne se comporte pas de la même façon. Merci. Je pense que pour moi, c'est ça. C'était une minute. Patrick Bilon, qu'est-ce qu'on retient de cette participation du Cameroun au-delà de l'élimination? Oui, avant de parler vite fait du Cameroun, j'ai déjà la Coupe d'Afrique était une très belle compétition. La seule surprise qu'il y a eu dans cette Coupe d'Afrique, c'est qu'il n'y en a pas eu. Parce que justement, toutes les équipes qu'adorent
sont arrivées là où elles devaient arriver. Elles ont répondu présentes. À part peut-être la Tanzanie et le Bénin qui ont failli un peu changer quelque chose. Mais il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de grande surprise. J'ai beaucoup aimé également parce que cette Coupe d'Afrique a battu le record de buts en Coupe d'Afrique depuis l'histoire. On était à 119, je crois qu'en demi-finale, en quart de finale, le record est tombé. Voilà. En quart de finale, le record est tombé. En demi-finale, on était à plus de 120 buts. Quand on sort également de l'ère de jeu, les infrastructures marocaines, on a vu de très beaux stades. Le public a quand même répondu présent, il faut le noter. Maintenant, s'il faut parler de Lyon de façon nucléaire, je vais dire qu'on doit s'appuyer sur les acquis, parce qu'actuellement, on a construit quand même un groupe, il y a une bonne ambiance dans le groupe. On a un coach également qui est confiant. Il faudrait maintenant qu'il soit accompagné par un très bon staff, qu'on mette justement les moyens à disposition. Ça commence déjà par avoir un contrat, ça commence peut-être à avoir un très bon analyste vidéo, un préparateur peut-être physique assez huppé, peut-être beaucoup de choses. Et aussi, les joueurs qui ont besoin de revenir en sélection doivent savoir qu'aujourd'hui, il y a une animation, il y a une ambiance dans cette tanière. Tout le monde, tous ceux qui sont footballeurs camerounais peuvent revenir en sélection. C'est leur équipe nationale. C'est pas l'équipe nationale d'une seule personne. Mais il faudrait également que ces joueurs puissent se mettre au sens du collectif. Moi, je retiens surtout la discipline, le bon état d'esprit. Et enfin, j'ai vu un groupe vraiment humainement bon. C'était pas l'heure, c'était un groupe vraiment humainement bon. Mais ce n'est pas long. Et j'ai compris qu'on était véritablement passé d'un état policier à un état militaire. Et ça nous a permis d'avoir le parcours qu'on a pu avoir dans cette compétition. Donc, il faut à tout prix donner un contrat. À bon, on dit il faut David Pagou, il y a son staff technique, il n'y a pas que David Pagou. Les mêmes 60 millions qu'on donnait à son prédécesseur, on doit être capable de lui donner les mêmes 60 millions. Le véhicule de 180 millions qu'on nous avait présenté, qu'on avait signé le communiqué, qu'on a dit qu'on a offert un véhicule à son prédécesseur, on doit, puisqu'il n'a jamais utilisé le véhicule, il n'était jamais au Cameroun, on doit être capable de mettre le même véhicule à la disposition de David Pagou. On doit être capable de lui trouver le même logement, même si c'est dans le même immeuble que nous connaissons, il doit être logé là-bas. Parce que c'est ce qui va nous éviter de retrouver les joueurs qui évoluent en 6e division au Brésil. Et on va commencer à se poser la question, comment il fait pour se retrouver dans la liste. Et si je suis là, permettez-moi, nous on prend tous les coups pour vous. Après vous allez, nous on prend tous les coups pour vous. Nous on prend les coups pour vous, parce que c'est ça on néglige. Si je suis sélectionneur, je sors par là, et que je prends une compétition comme celle-ci, je rentre. Pendant que les joueurs ont ce qu'ils ont eu, là, tout ça. Moi, je n'ai pas mon salaire à la fin du mois. Ma famille me regarde, doit les entretenir. Au moins de faire la liste. Vous faites comment pour me dire que je ne vais pas aller chercher un joueur que si à la fin de la on parle de l'équipe nationale du Cameroun. Non, ça se fait. Je ne peux pas lui tenir les gars. Je ne peux pas lui en tenir les gars. S'il le fait, et que c'est parce qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas le contrat, je ne peux pas lui en tenir les gars. Merci infiniment, Jean-Pierre. Merci. Désiré Djonkam, qu'est-ce qu'on retient de la participation du Cameroun dans cette CAN? Non, peut-être avant de revenir sur le Cameroun, de relever la fausse note du Gabon qui a sanctionné Aubameyang et le staff. Vous n'avez pas le droit d'interdire à un joueur de pouvoir jouer. Là, vous n'avez pas ce droit-là. Maintenant, pour le Cameroun, ça augure des lendemains meilleurs. David Pagou nous a certainement laissé sur notre faim. Et tel que le Camerounais est, on va en redemander. Il va juste falloir qu'il reste cohérent. Et je le sais cohérent dans ses choix. Forcément, je ne sais pas s'il va poursuivre l'aventure avec Coton Sport de Garoua, mais je sais véritablement que c'est quelqu'un qui a des convictions et qui sait réussir. Il a d'ailleurs démontré avec son fameux 3-5-2 qui lui est tellement cher. Je ne peux que lui souhaiter de bonnes choses et je sais qu'il va réussir. Merci infiniment parce que le coach David Pagou nous a regardé durant l'intégralité de l'émission. Je ne croyais aucun secret. Merci infiniment Patrick Bélon. Merci. Merci Guy Djita d'être passé par ici. On était ensemble pendant la CAN. Merci Désiré Djonkam. Vous rebondissez ou vous restez en Élite-One ou... bientôt. Mais il y a quelque chose en cours. Ok. Merci Patrick. Jean-Pierre Kenfak. Merci Mathieu. On vous a regardé. Plaisir d'avoir partagé le plateau avec les élites. On vous a regardé au ministère des Sports. C'est important de le rappeler. Voilà, monsieur, merci de nous avoir regardé le temps de ce programme. On remercie l'intégralité des équipes qui ont bossé sur ce programme, qui ont bossé sur cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Et merci aux équipes de Rabat. Merci à ceux qui m'ont aidé dans la production de l'émission de ce soir. C'était le règne de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Je dis merci à Jean Niencho, le roi des Bamena.
qui a été à la diffusion, à la partie technique de cette émission. Merci à Emmanuel Bivika, mon fidèle compagnon, qui était également présent. Merci à Brice Tchoumou de la diffusion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à produire cette émission. Merci infiniment à l'administration qui nous a permis de rêver durant cette Coupe d'Afrique des Nations de football. On se sépare, mais le gala reprend rapidement vendredi prochain à partir de 18h40 dans le cadre du débrief de l'actualité. Rendez-vous, pourquoi pas, en décembre et janvier 2027 pour la Coupe d'Afrique des Nations de football en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya. À très bientôt. Bye bye. Rien à prouve, offre Masso. L'acte 1. Acte 2. Acte 3. Vraiment, la Masso, c'est la réalité. Hein. Acte 4. Acte 5. À la Masso, vivrons simplement nos valeurs africaines. Ce programme vous est proposé par Melbet. Le dernier tir, c'est terminé? Pas encore. Pariez sur la Coupe d'Afrique des Nations avec 20% de cashback. Que le spectacle continue. Dans la moitié de terrain adverse. Imaginez, vous êtes en plein match. Ces 5 dernières minutes assez apocalyptiques. Ou plongé dans votre série préférée. On est au 21e siècle. Et soudain, une coupure Samuel ne d'électricité. sera plus votre esclave. C'est la balle pour sortir. Pas de panique, nous avons la solution. Powerful. Powerful, c'est le téléviseur intelligent, rechargeable, doté d'une autonomie de 4 heures pour vous garantir du divertissement sans interruption. Profitez d'une image exceptionnelle en 4K, Ultra HD et de toutes vos applications grâce à son système Smart Android intégré. Avec son décodeur TNT et satellite embarqué, accédez à vos chaînes favorites où que vous soyez. Même en cas de coupure de courant. Attention, il fonctionne aussi au panneau solaire. Désormais, vivez la télévision en toute sérénité avec Powerful, le téléviseur intelligent rechargeable. Bascule dans un monde rafraîchissant avec World Cola.